Et j'ai eu une réponse que je garde toujours dans la tête, c'est « tais-toi, t'as tort, j'ai plus de vignes que toi ». Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode des Nouveaux Explorateurs, le podcast qui part à la rencontre des personnalités issues du monde du vin, de la gastronomie et de la mode. Chaque mois, et pendant environ 1 heure, j'interviewe un invité sur son parcours pour qu'il partage avec nous sa vision du monde, ses échecs comme ses réussites, et les difficultés auxquelles il a fait face pour finalement réussir là où les autres pensaient le voir échouer. Mon ambition, échanger avec des personnalités inspirantes qui pourront à leur tour vous transmettre leur expérience et conseils sur ce qui les a forgés tout au long de leur carrière et permis de connaître la réussite dans leur domaine. Je me présente, Geoffrey Château, brand manager et coach professionnel certifié. En plus d'être votre guide pour ce voyage, je suis également le fondateur de l'agence Discovery, l'agence de branding et coaching spécialisée en création et développement d'identités de marque food, drink et lifestyle. Vous pouvez me contacter sur bonjour@agencediscovery.fr, sur mon profil LinkedIn ou sur le site internet agencediscovery.fr. Pour ne rater aucun nouvel épisode, je vous invite à vous abonner tout de suite à la newsletter des Nouveaux Explorateurs sur agencediscovery.fr, rubrique Le Mag. Tous les mois, vous recevrez les nouveaux podcasts ainsi que des conseils et bonnes pratiques en branding et coaching pour créer et développer votre marque. Pour le lancement de cette première saison du podcast des Nouveaux Explorateurs, j'ai choisi d'interviewer Anselme Sellos, vigneron et tête pensante de la marque de champagne Jacques Sellos. Pour celles et ceux qui sont extérieurs au monde du vin, Anselme est à sa façon une véritable star en Champagne et plus largement dans le monde du vin. Pour reprendre un commentaire d'un de ses clients, Sellos est au champagne ce que Rolls-Royce est à l'automobile. Si j'ai choisi de le contacter en premier, c'est parce qu'il correspond tout à fait au profil des Nouveaux Explorateurs. Un modèle de persévérance et de conviction, anticonformiste, qui sait sortir de sa zone de confort pour se remettre en question, et surtout qui est prêt à se battre pour ses idées, même si celles-ci vont à contre-courant. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la page YouTube et à laisser un petit like. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anselme, moi je suis content de venir ici pour le premier épisode des Nouveaux Explorateurs. On est à Avise, à l'hôtel-restaurant des Avisés. Pour situer à ceux qui nous écoutent, vous êtes vigneron avec une belle carrière derrière vous, à la tête du domaine Jacques Sellos, qui a été créé en 1949 par vos parents, domaine que vous intégrez en 1974. Et pour donner quelques infos, le domaine Jacques Sellos, c'est à peu près un peu plus de 8 hectares. Parmi les plus beaux villages grands crus de l'appellation Champagne et premier cru, donc on a Avise, Cramant, Auger, Ménil sur Auger, Aï, Champagne en Bonnet en premier cru Mareuil, si je dis bon. Exactement. Environ 54 parcelles à peu près sur le domaine avec une grande majorité de chardonnay et un peu de pinot noir. Aujourd'hui, vous commercialisez la totalité de votre production en France et dans plus de 30 pays, plus ou moins, avec une gamme plus ou moins également de 12 vins comme on l'a vu un petit peu avant, dont 6 parcellaires. Juste pour préciser que c'est quasiment impossible de trouver pour un nouveau client d'acheter vos produits sans passer par votre réseau en tout cas de revendeurs. Et lorsque je préparais l'interview, de ce que j'ai vu sur vous, internet et autres, vous êtes plutôt discret en tout cas en termes d'apparition. Et moi qui accompagne des marques de champagne, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est comment on fait pour devenir une référence en champagne en faisant quasiment zéro marketing. Bonjour Geoffrey, toutes vos informations sont justes. En réponse à votre question, le mot c'est persévérance. Alors persévérance par rapport à... Persévérance, simplement 1974, date de mes premières vinifications. Ces vins de 1974 ont été vendus en 1978 au mois de novembre. À l'époque, pour simplement vous situer, elles ont été vendues 23 francs la bouteille et je ne trouvais pas de clients. Il a fallu qu'on passe avec mon épouse, on s'est mariés, qu'on aille faire les marchés de la région parisienne le samedi matin et le dimanche matin, et l'après-midi on allait au marché aux puces de Saint-Ouen pour arriver à vendre quelques bouteilles. Quémondé qui va bien acheter ces bouteilles, et cette difficulté ça a duré jusqu'à 1999. C'est hyper long. C'est-à-dire à peu près 25 ans. Où on a forgé un modèle. À l'époque, pour moi, ce qui était important, c'était pas d'être différent dans l'absolu, c'est-à-dire que dans la mise sur le marché, si on propose exactement le même produit que son voisin, la seule chance qu'on a de vendre ces bouteilles, c'est d'avoir un prix plus attractif. Et ça ne m'intéressait pas. Et jamais j'ai cru en la fuite, c'est connoté,
mais l'augmentation du volume produit pour arriver à atteindre un niveau de rentabilité, un niveau de vie qui soit confortable. Donc pour moi, c'était d'abord l'excellence avant l'opulence. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai travaillé avec pas mal de marques de champagne, mais on m'a toujours dit qu'à l'époque, dans ces années-là, c'était on ouvrait le coffre, les clients venaient d'un peu partout et il n'y avait aucune communication à faire. Alors, quand je vous écoute, c'est complètement l'inverse. Mais mes vins étaient déjà coûteux. D'accord. Et donc, à cette période, les petits producteurs ne faisaient que des bons petits vins pas chers. Et malgré le prix que je vous indiquais, on était peut-être plus cher que les autres. Et sans réputation. Alors, un concept qu'on a évoqué un petit peu avant l'interview, qui est le concept de Simon Sinek avec les 3 cercles d'or, qui dit il y a ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Et qu'une entreprise qui fonctionne et qui arrive à se différencier des marchés, donc elles sont très peu, vont toujours partir du pourquoi. Si vous deviez le formuler en quelques phrases, ça serait quoi déjà à l'époque le pourquoi du champagne, Jacques Sellos? Avec les mots actuels, parce que je ne me souviens plus des mots que je pouvais mettre à l'époque, c'était l'indigène. C'est-à-dire que pour moi, le champagne n'est pas le meilleur sparkling wine au monde, parce que je ne sais pas ce que veut dire le meilleur, d'une façon universelle. C'était simplement que ce vin-là ait des attributs qui ne puissent venir que de la Champagne. C'est-à-dire c'est vraiment la notion de différenciation par rapport à d'autres productions qui étaient. Alors la différenciation à l'époque, c'était bien sûr les bulles, mais ce n'était pas suffisant parce qu'il y avait déjà les cava, il y avait les sectes, il y avait les Franciacorta, il y avait déjà au niveau de la planète un certain nombre de producteurs. Et il fallait pour moi que les attributs du champagne, le strident crissant du vin, puissent en permanence exister. Et ça pouvait déplaire à certaines personnes, mais ça pouvait plaire. Ce que je déteste, c'est pas la médiocrité, le consensuel. Ouais. C'est-à-dire le travail que l'on fait sur le vin pour le rendre acceptable par tout le monde. Donc des vins avec une forte personnalité. Avec un fort caractère, oui. Donc des vins de terroir, parce que c'est vrai qu'on entend dans le discours des médias où aujourd'hui c'est de plus en plus ancré ce côté goût du terroir. Mais il faut déterminer, c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on utilise un mot à condition qu'on ait mis une définition en face. Et pour moi le mot terroir correspond à quelque chose de... J'ai une définition pour moi de la notion de terroir. Alors ça serait quoi votre définition du terroir? Alors la notion de terroir, ça s'approche de la notion d'indigène, mais plus facilement, je vais dire, c'est un biotope avec un écosystème associé. Un biotope, c'est tous les éléments physiques qui caractérisent un lieu. Donc ça peut être la longitude, la latitude, l'altitude, l'orientation, la pente, la profondeur du sol, la météorologie spécifique. Voilà, ce sont des éléments physiques qui, à force de les mettre les unes à côté des autres, rendent le lieu unique, mais au niveau pratiquement parcellaire. Et sur ce lieu vient s'installer des êtres vivants qui sont des macros et des micros, et qui vont forger le paysage et qui vont forger l'identité du lieu. Le vivant, il ne faut pas ôter le vivant, parce que la solubilisation de la roche-mère, qui est l'élément qui est transmis à tous les éléments de terroir, cette solubilisation ne se fait principalement que grâce à l'action du vivant. S'il n'y a pas de vivant dans un lieu, il y a très peu de solubilisation. Ce que disait Claude Bourguignon avec ce côté transfert où la vie monte et descend et faire monter les choses à la surface. Oui, c'est un cycle, c'est-à-dire la matière organique, dans le cycle, il y a la mort, lorsque la matière vivante est morte, donc elle retourne à la terre et il y a une décomposition, et cette décomposition vient enrichir la terre qui permet de repartir sur un cycle et de faire renaître des individus. C'est un côté vertueux en fait, c'est une boucle sans fin. Oui, mais tout se passe, le cycle de l'eau, le cycle de l'azote, tout est en cycle.
C'est pour ça que là vous parliez de terroir et on parlait enfin, je pensais champagne, mais pour avoir vu certaines choses, c'est quasiment à la parcelle près, voire même dans la propre parcelle, avoir des différences de. Sur une même parcelle, on peut avoir deux pentes. Et ces deux pentes-là, on va les différencier pour la récolte. Et l'orientation des vins vers des cuvées. Donc ce fameux goût du terroir que vous essayez de travailler à votre façon en tout cas, d'exprimer. Oui, avec des limites. Avec des limites. Bien sûr, un vin ne correspond pas à un autre. Oui. Mais est-ce qu'on doit atomiser, est-ce que l'offre doit être atomisée au point que les consommateurs n'arrivent plus à s'y repérer? C'est vrai que j'en parlerai après, mais sur la partie viticulture, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous dites que vous êtes revenu sur le domaine en 1974. À l'époque, tout ce qui est terra viti, viticulture durable en Champagne, de valeur environnementale, c'était bien loin. Qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être à l'époque et comment vous avez persévéré? Parce qu'il y a aussi tout un mouvement aujourd'hui où on s'est accepté et on dit toujours qu'une idée quelque chose de révolutionnaire, au début on dit que c'est drôle, en tout cas ça fait rire. Après on dit que ça fait peur et à la fin tout le monde dit en fait c'était logique. Comment ça s'est passé pour vous à l'époque? C'est exactement ça. Alors, pour être honnête, il faut dire que mes études, je suis plutôt du monde scientifique, que j'ai vu le 21 juillet 69 l'homme marcher sur la Lune. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a 50 ans, un homme marcher sur la Lune, c'était complètement extraordinaire. Et donc la vision de la science que l'on pouvait avoir était une vision qui ne pouvait être que favorable à l'humain. Donc lorsque je suis revenu pour cultiver la vigne ici, j'attendais beaucoup de la science et donc j'ai appliqué la science jusqu'à utiliser des désherbants pour contenir le développement des adventices. Heureusement, c'est que la nature a toujours des réponses et que j'ai eu assez rapidement, avec l'année 76, année de sécheresse, une réponse de la vigne qui était ambiguë. Qui m'a marqué, choqué. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'il y a eu un questionnement pour moi, c'est-à-dire il était quand même difficile d'utiliser des intrants sans réfléchir à ce que je mettais dans le sol. C'est ça qui a été le premier point. Après, dans ma formation viticole, je l'ai fait en Bourgogne, je suis resté 4 années en Bourgogne, où j'ai vu une viticulture académique avec un regard du lieu de production qui était très pointu, très ciblé. Et puis j'ai eu la chance de séjourner un petit peu en Espagne et de voyager en Espagne et de voir en Espagne, à l'époque en 72, une viticulture héroïque, une viticulture avec beaucoup d'attachement de la part des acteurs au lieu, mais également à ne pas céder à la modernité pour faciliter son travail. Alors c'était peut-être pas ça au niveau de l'Espagne, c'est que le développement économique était faible. Mais j'ai vu des choses extraordinaires à Haro, même au niveau du Penedès, et ensuite en Andalousie, qui m'a donné un autre écho de la viticulture, puisque à l'époque, en Bourgogne, on abandonnait les fûts pour passer aux cuves béton, aux cuves émail. Voilà, et j'ai eu une compréhension de certaines choses. Ça a été complémentaire, en fait, les deux ont été complémentaires. Et le chemin, pour moi, le plus important, c'est d'être un paysan. Alors, je ne disais pas ça à l'époque, c'est d'être un paysan qui connaît toutes les astuces du pays jusqu'à comprendre les variations du paysage, qui est déjà une notion de terroir. D'accord. Et par rapport à vos confrères, le fait d'aller à contresens comme ça doit être compliqué au quotidien à gérer? Bon, j'ai 67 ans, donc il y a des choses que je peux dire. Mes premiers contacts avec la profession ont été très compliqués. Je me souviens d'une discussion en bout de vigne où je m'immisçais pour la première fois, où il y avait 3-4 vignerons qui discutaient. Et pourtant, j'étais pas à l'époque un grand bavard, et où j'ai énoncé quelque chose et j'ai eu une réponse
que je garde toujours dans la tête, c'est « tais-toi, t'as tort, j'ai plus de vignes que toi ». Moi, ça m'a un peu marqué. Toute cette première partie, j'étais considéré comme le vigneron qui réfléchissait et travaillait comme le grand-père. On m'a dit, mais on n'est plus à l'époque des carrioles avec des chevaux, faut arrêter le 19e siècle, il faut arriver au 20e siècle. Ouais, il y avait toute cette connotation. Après, on est passé sur un stade où on me disait t'es un mauvais vigneron, regarde, t'arrives pas à avoir des raisins. T'as pas beaucoup de raisins, tu perds beaucoup de raisins. Mais en revanche, t'as raison parce que tu commercialises bien, tu vends cher. Parce que qualité aussi, en termes oui, vu de l'extérieur, c'était marketing, communication. Et puis cette phase-là où, pour certains, je deviens un objectif ou un contre-objectif. Ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire, ben, voilà la voie qu'il faut suivre pour demain, ou alors il faut surtout... Voilà, c'est l'une des choses, mais il ne faut pas faire exactement comme lui. D'accord. Ouais, ça... dans la revue des Deux Mondes, alors, de ce que j'ai pu lire sur Internet, de Sébastien Lapac, il y a une rencontre par rapport à cet aspect viticulture qui est importante. Alors je vais essayer de bien le prononcer. Masanobu Fukuoka. 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 Oui. Vous pouvez nous dire un petit peu qui il est et en quoi il vous a inspiré lors de cette rencontre? Je reviens un petit peu en arrière parce que il y a une compréhension, c'est que, alors ça fait partie un peu de l'intime, mais en fait pourquoi j'ai pu persévérer, c'est simplement parce que je ne me sens pas bien dans une tribu ou dans un troupeau. En fait, j'étais bègue, jeune, j'étais bègue, obèse, voilà, et donc marginalisé. Et donc en étant marginalisé ou visé par des remarques, à un moment donné, on se trouve très bien tout seul. Ouais. Et donc pour moi, ça me convenait bien, et voilà, j'ai pas besoin de vivre en tribu pour bien me sentir. Masanobu Fukuoka. Donc pourquoi en 1990, j'ai fait le virage vers l'utilisation des pratiques écologiques. Donc on disait à l'époque biologique. 1996, je suis passé à la biodynamie. Et je l'ai arrêté. Il y a quelque chose qui m'a perturbé, 2001, 2002, 2003, il y a quelque chose qui m'a perturbé et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un mouvement, comme si je me trouvais dans un mouvement rétrograde où en France, alors qu'on avait eu les philosophes pour les Lumières, où on nous expliquait que l'obscurantisme, c'est-à-dire la non-délivrance des éléments pour qu'on puisse réfléchir par nous-mêmes, on avait la capacité, nous individus d'un peuple, de réfléchir et qu'on n'avait plus à se soumettre sous l'autorité de la religion ou du politique. Et là, je me ressentais retourner vers l'obscurantisme, c'est-à-dire où par rapport aux questions que je posais, mais pourquoi on va utiliser la préparation 500 au printemps, alors qu'il me semble que ça favorise le développement des racines superficielles, alors que pour les plantes pérennes, on recherche le développement des racines plus profondes et qu'une application à l'automne pourrait convenir. Peut-être que la question dépassant les compétences de mon conseiller m'a dit non, c'est comme ça qu'il faut faire. Et à plusieurs questions, à de multiples questions, la réponse était ça. C'est-à-dire tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de fondement à ce que me demandait. Ça devenait un dogme et que voilà, l'intelligence du geste, l'intelligence de la pratique, la modularité de la pratique n'était pas demandée et qu'on utilisait de façon systématique
quel que soit l'aléatoire de la nature. Donc je me suis dit non, je vais pas, moi j'aime bien être dans le vivant, dans la réactivité. Donc je m'en suis détaché, j'ai fait une overdose ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas quitter quelque chose sans avoir une substitution. La nature n'aime pas le vide. Et voilà, et j'avais lu La Révolution d'un seul brin de paille, qui était en français, de l'auteur Masanobu Fukuoka. Et j'en ai discuté avec des Italiens qui étaient vignerons et d'autres qui étaient producteurs de riz. Et ça m'a intéressé. J'ai décidé en 2004 d'aller le voir sur l'île de Shikoku pour pouvoir discuter avec lui. Et voilà, ce que j'ai découvert, c'est que c'était un philosophe taoïste, agronome, qui cultivait des céréales, de l'orge, du riz, qui cultivait des agrumes. Et que, à contre-courant, et donc son mouvement maintenant s'appelle la permaculture, mais qu'il avait une vision de la nature en disant je ne vais pas blesser la nature, je vais essayer de comprendre comment elle fonctionne et je vais m'inscrire dans son fonctionnement. Donc d'où est venu le semis sous couvert, ce dont on entend parler maintenant. Actuellement, et qui va devenir, alors que lui n'était qu'en permanente adaptation, je sens venir que ça va devenir une norme, une recette qu'il va falloir respecter et qui va aboutir à un label. Et un label, c'est, je pense pour moi, la perte de l'intelligence, puisqu'on ne fonctionne pas avec de l'inerte, on fonctionne avec du vivant. Et avec le vivant, on ne peut jamais faire du systématique et de l'automatique. C'est ça qui est compliqué, je trouve, au final, dans les métiers. C'est pas compliqué, c'est extraordinaire. On sait pourquoi on se lève le matin. C'est plutôt la peur de mal faire, je dirais. Oui, moi qui jardine à mon niveau, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne et des fois je suis désespéré. Dans le Tao, c'est la règle du non-agir, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus réfléchir à ce qu'il ne faut pas faire que réfléchir à ce qu'il faut faire. On ne peut justifier qu'un geste qu'à partir du moment où on sait pourquoi on le fait. Et qu'il est, comme en médecine occidentale, à partir du moment où la première ligne du serment d'Hippocrate, c'est premièrement ne pas nuire. C'est à partir du moment où on sait qu'on ne va pas être nuisant. Pour moi, la grande vision, ce que j'en ai retenu, l'image que j'en ai retenue de ma rencontre avec Fukuoka, c'est il ne faut pas que je sois un colon. Il ne faut pas que je colonise. Il faut que je respecte les indigènes. Il faut que je respecte le lieu et les habitants. Et c'est pour ça que je reviens au biotope et à l'écosystème associé. Donc beaucoup d'observations et pour voir ce qu'il ne faut pas faire. Et pas d'enfermement. Donc une remise en question permanente. Voilà, c'est pas parce que ça fonctionnait aujourd'hui que ça fonctionnera demain. J'allais dire c'est compliqué, mais non, c'est pas compliqué. Mais si, c'est pour des personnes qui ont eu des enfants, c'est très facile. Parce que lorsqu'on est parent pour la première fois, on est hébété et on ne sait pas trop ce qu'on fait, ou alors on sait trop bien ce que l'on a envie de faire. Et puis finalement, on se rend compte qu'avec le premier enfant que l'on a, non, ça ne se passe pas comme on nous l'a dit, comme on l'a lu, donc on improvise. Et puis finalement, on a l'impression de trouver des solutions qui fonctionnent et on se dit après, pour le deuxième, ça ira tout seul. Sauf que le deuxième est différent. C'est ça que je trouve aussi intéressant dans votre démarche. Là, on parlait vraiment viticulture, donc non-agir. Et de ce que j'ai lu également, il y a cette même dimension dans les vins. De ce qu'on sent, sans citer de marque, la plupart des grandes maisons ou des standards champagne qu'on entend, c'est le côté des vins très réguliers, très identiques d'une année sur l'autre. De ce que j'ai lu de vous, c'est complètement l'inverse. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à atteindre ou à créer lorsque vous élaborez vos vins? C'est d'avoir l'émerveillement. C'est d'être émerveillé par ce que la nature est capable de nous donner. Certes, la nature est fantasque, mais elle est capable du fantastique. Et donc, c'est de laisser son fantasque se dérouler pour éventuellement aboutir au fantastique. Donc, alors, je sais que vous n'aimez pas trop les définitions, en tout cas vous n'aimez pas les cases, donc je vais essayer de bien formuler ma question. Si on devait mettre quelques mots qui devaient caractériser en tout cas vos vins aujourd'hui, qu'est-ce que vous utiliseriez pour les définir?
libre, des attributs qui sont liés à où il est né et des attributs qui sont nés du quand ils sont nés. Et puis, si je dis un mot, c'est l'autre même. Vous me disiez que les maisons de champagne, en fait, si je résume, les maisons de champagne se glorifient de faire des mêmes. Moi, je suis ravi d'avoir des autres mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans le monde de vigneron, c'est comment on peut savoir, enfin la part d'incertitude, parce que vous êtes sur des produits de 3, 5, 10, voire beaucoup plus, comment on, alors est-ce que c'est peut-être le non-agir, on arrive à se dire, voilà, il y a une terre qui est comme ça, je l'observe et non-agir, donc le minimum, c'est le strict minimum, pour faire des vins qui peut-être donneront quelque chose dans X années, avec cette part d'incertitude qui est énorme. Comment ça se vit, comment ça se travaille? Ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'on a un patrimoine culturel qui remonte à plusieurs, je vais dire plus d'un millier d'années, où il y a des personnes qui se sont évertuées à sélectionner, à peaufiner un système de taille, une densité de plantation, un certain nombre de choses. Et on est des dignes successeurs, c'est-à-dire qu'il y a eu la transmission qui s'est faite et il y a eu une compréhension. Et on est dans cette succession d'actes dédiés au lieu. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'une feuille blanche. Ouais. L'ancien, dans notre période actuelle, c'est 10 ans. Nous, on s'assit, on se réfère à un ancien qui remonte à plusieurs siècles. Donc il y a vraiment un effet d'apaisement et puis c'est de la culture, c'est-à-dire celui qui travaille sur des produits de terroir ancestraux, s'il n'a pas la capacité de lire, de s'informer, d'interroger des personnes anciennes, il perd beaucoup. On n'est jamais touché du doigt de Dieu dans notre métier, jamais, jamais, jamais. C'est toujours une interprétation personnelle qui survient après des discussions, des échanges d'expériences, après des lectures, après des dégustations, après... Côté transmission aussi, parce qu'il faut qu'il y ait un déclic. Oui, mais il faut qu'il y ait un émetteur et un récepteur dans la transmission. S'il n'y a pas d'émetteur, je ne vois pas comment la nouvelle génération peut acquérir quelque chose. Et s'il n'y a pas de récepteur, si les personnes sortant de leur école de viticulture et d'œnologie sont convaincues qu'elles peuvent faire les choses uniquement à partir de la technique, ils perdent beaucoup. Mais c'est un mouvement qui commence à évoluer, parce que c'est vrai que la plupart maintenant des jeunes se remettent un peu en question, même s'il y a peut-être ce souci de standardisation sur le moyen terme. Alors ceux que l'on voit effectivement, c'est ceux-ci. Mais que représente-t-il sur l'ensemble des producteurs? C'est 4500, je crois, marques en général, avec X vignerons. Et c'est vrai que c'est peut-être sûrement une minorité, mais plein de choses à faire en tout cas. Ah oui, non mais moi je veux être optimiste et j'ai envie que la nouvelle génération ose. Et que ce qui est important, c'est d'être iconoclaste, c'est-à-dire ce qui s'est fait hier. Un exemple. Pour moi, ce qui serait absolument important, c'est d'arriver à enlever au mot champagne, que le mot champagne ne soit plus synonyme du mot pétillant, sparkling, spumant. Le mot champagne, c'est un lieu de naissance. C'est un lieu de naissance sur une aire qui est délimitée, contrôlée et comment on peut dire, protégée. Mais c'est tout, ça ne reste qu'un lieu de naissance. À partir de ce lieu de naissance, on peut produire des vins blancs tranquilles, des vins rouges tranquilles, et des sparkling, et des rosés tranquilles. Ce n'est qu'un lieu de naissance. Mais même le mot champagne est trop souvent, c'est pas dans la réglementation, il faut qu'on change toute la réglementation parce que seul peut s'appeler champagne un vin qui comporte des bulles. Mais pour moi, ça, il faut rompre. Il faut utiliser les atouts qui nous viennent par le changement climatique. On peut se plaindre, et je me plains, des conséquences du changement climatique et je ferai tout pour essayer
que ça n'évolue plus, mais le résultat est là, il y a des conséquences, et il faut positiver, c'est-à-dire il faut utiliser cette évolution pour essayer en permanence d'être les meilleurs ambassadeurs de sa région. La Champagne, on a la capacité maintenant de produire de très grands vins blancs, de très grands vins rouges, et on reste toujours dans un potentiel de production de très grands spumants, sparkling. Donc oui, en fait, c'est malgré une contrainte qui est de concurrence et puis de terroir et de réchauffement, enfin, en tout cas environnemental, il y a cette possibilité de se diversifier, de proposer autre chose. On parle de vie, on parle de vivant. Quel est le maître mot du vivant? C'est l'adaptation. En permanence, il faut qu'on s'adapte. Par rapport à cette typicité de vos vins, comme je disais, on est à l'opposé de ce qui peut se faire de certaines maisons. Comment on accompagne les amateurs de vin qui vont déguster vos produits? Parce que c'est vrai que si quelqu'un prend un champagne en disant je vais avoir l'image du champagne, c'est fausse route. Donc est-ce que vous avez une démarche un petit peu d'éducation ou en tout cas d'accompagnement pour expliquer vos vins? Alors ce que j'aime bien faire, c'est de prendre... lorsqu'on est dans son bassin de production, c'est son bassin culturel. C'est-à-dire il y a une compréhension de sa proximité, et le maroilles que on va manger au vendanges, c'est quelque chose qu'on nous a fait goûter, sur lequel on a une certaine habitude et on ne va pas avoir un mouvement de dégoût. Imaginez, en revanche, lorsqu'on me présente du natto ou lorsqu'on me présente les harengs fermentés pourris de Scandinavie, j'ai un mouvement de rejet, mais parce que je ne suis pas dans le bassin de culture. Donc, pour essayer de rompre un petit peu avec le côté académique des dégustations qui est proposé actuellement, je vais m'orienter vers les produits des personnes que j'ai en face de moi, des produits culturels des personnes qui sont en face de moi. Alors ça peut être dans les pays de l'Est, la Russie, ça peut être les différentes formes de lait fermenté. Pour les Chinois, les différentes productions de thé. Aux États-Unis, les barbecues. La production de tabac, c'est-à-dire je vais m'adresser à une production qui est locale, que les personnes connaissent, et je vais leur expliquer que il y a la fermentation, que ça soit pour les harengs, que ça soit pour le tabac, que ça soit pour le thé, c'est quelque chose qui révèle l'origine de naissance, que le vieillissement, ce qu'on me reproche moi, l'oxydation, que le vieillissement, c'est une affirmation de l'identité, l'affirmation des attributs. On n'a plus besoin d'être séducteur à un moment donné, et on affirme qui on est. Voilà, je m'inscris dans leurs produits quotidiens pour mieux leur faire comprendre la spécificité du champagne. Ouais. C'est ce que disait, alors j'avais entendu une interview de la directrice de la sommellerie du Ritz, je crois, qui disait, ou d'un grand restaurant, qui disait justement que quand on lui demandait un vin et qu'on le laissait choisir, elle questionnait beaucoup pour savoir ce que la personne appréciait vraiment et non pas ce qu'elle aimait, pour qu'il y ait ce vrai échange. Et de connaître la personne, parce qu'on a affaire à des personnes qui sont des aventuriers, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont prêtes à mettre un sac à dos et géographiquement découvrir un pays, même si c'est laborieux et qu'ils prennent le risque, ça ne leur plaise pas. Mais on peut le faire d'une autre façon, c'est-à-dire aller découvrir des musiques, aller découvrir des architectures, aller découvrir des gastronomies. Voilà, c'est des façons de découvrir des lieux et des cultures. Et l'interprétation du jus de raisin en Champagne, c'est une interprétation qui est propre au bassin méditerranéen, mais plus particulièrement de la Champagne. Donc il faut les amener en disant ça c'est notre culture, on comprend qu'éventuellement ça puisse vous gêner, mais si vous voulez connaître le patchwork de la planète, voilà, et surtout on ne fait pas meilleur qu'ailleurs, c'est-à-dire notre champagne n'est pas un produit qui est supérieur au grand thé que vous pouvez produire dans le Yunnan, voilà. Mais c'est une proposition pour une compréhension de la planète sur laquelle on vit. D'accord. La plupart des gens vont voir vraiment la réussite finale, c'est-à-dire que vous en êtes arrivé maintenant, sauf qu'on oublie toujours tout ce qui s'est passé entre les deux. Sans ce que vous souhaitez dire, mais en termes de moments de carrière un peu difficiles, c'est quoi les plus grands enseignements, ou en tout cas les échecs un petit peu compliqués que vous avez vécus, mais qui vous ont permis de tirer vraiment quelque chose de positif à la fin? Les
difficultés financières quand vous êtes obligé de rendre compte à la banque et qu'au-delà d'une certaine somme, vous êtes obligé d'aller demander à votre banquier de bien vouloir signer le chèque. Ça peut être considéré comme une honte d'avoir l'incapacité d'être autonome. Mais en même temps, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'a pas, je n'ai pas acheté par confort et par aisance du matériel ou fait des choix. À chaque fois, c'était justifié, raisonné. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est pareil, on est dans l'intime. C'est que ce passage compliqué m'a coûté un divorce. Mais qui en fait a abouti à une volonté de vouloir reséduire la personne avec qui je m'étais séparé, mais avec une meilleure, en lui expliquant, parce qu'à l'époque j'étais incapable de lui montrer là où je voulais arriver. Je sais que j'avais de l'ambition, pour moi je ne la prenais pas comme une prétention, j'avais de l'ambition. Mais si je ne peux pas donner de modèle, c'est difficile à une autre personne de comprendre quelle est mon ambition. À partir du moment où les choses ont été un petit peu mieux, mais ce n'était pas encore en 99, où les personnes commençaient à prendre attention en disant « tiens, il est peut-être fada », le premier article qu'on a eu c'était le fada d'Avise. Il est peut-être un peu fada, mais tiens, ça peut être éventuellement intéressant. Je me suis mis en marche de reséduire et d'intéresser éventuellement des journalistes qui écrivaient dans les journaux que mon épouse lisait. Et donc ça a fonctionné, on s'est remariés. Bien joué. Donc, mais ça m'a appris à communiquer. D'accord, oui. Puis compliqué, parce que c'est la question que je voulais vous poser aussi. C'est vrai que à l'époque, c'est un parti pris vraiment fort, ce que vous faites. Et il n'y a personne aujourd'hui. Enfin, à l'époque, il y a peut-être peu ou pas du tout de personnes qui font comme vous. Donc, quels étaient un peu vos mentors en toi? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des mentors qui vous ont accompagné Alors, c'est pas un, c'est de multiples. Déjà, c'est la lecture, les rencontres. Jean-Marie Pelt, c'était le premier. La rencontre avec un architecte qui m'a dit un jour, Christophe Huette, qui m'a dit un jour, arrête de faire ton œuvre. Qu'est-ce que tu veux dire là? Après, Lydia et Claude Bourguignon, Gérard Dussert, Marc-André Solos, voilà, il y a toujours autour, Masanobu Fukuoka, il y a toujours des lectures, voilà, un souhait de faire sa cohérence tout seul, de ne pas prendre une recette tout mâchée, Et la question c'était c'était quels sont vos mentors, mais donc, voilà, vous en avez donné plein. Après, pour moi, la Champagne, c'était à l'époque Krug et Bollinger. Référence, vinification fût, attachement à l'ancien, raisonner, pas pour faire de l'ancien, mais raisonner. Voilà, c'était ce qui était regardé, observé. Donc le fait d'aller chercher l'info et des points de vue différents et dans des domaines complètement différents, parce qu'on parlait d'architecte, ça vous a façonné un petit peu Oui, ouais. Oui. Mais pour moi, l'élément aussi, c'est le juste geste, hein, c'est-à-dire l'intention est très 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 importante. Si vous n'avez pas un bagage avant, je ne parle pas d'intelligence, c'est pas ça, c'est un bagage, c'est une curiosité qui nous amène à rechercher des réponses à ces questions. Et c'est ça le bagage, c'est avoir une certaine visibilité. C'est tendre vers quelque chose, parce que quand on se dit avoir un bagage, on cherche quelque chose aussi avant tout. Alors, est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est une philosophie, une façon de vivre? Pour moi, c'est une passion, vous le comprenez, donc c'est une façon de se réaliser et d'être juste, d'être soi. Donc votre pourquoi, quand on en revient un petit peu au début, c'est ce côté justesse et alors après, si je me voyez, d'observation. Le pourquoi, c'est quel est mon objectif? C'est faire un
un produit riche des attributs du terroir. Alors quand je dis attributs, c'est parce que je ne veux plus utiliser le mot qualité. Je ne le dirai pas. Et donc je fixe, mais en fonction de la nature, à chaque fois c'est différent. Donc mes itinéraires sont dédiés à être adaptés à la période, aux circonstances de la période. Donc là aujourd'hui vous seriez, je mets des guillemets, prêt à tout remettre en cause si, de ce que vous observez, il y a des preuves tangibles de dire... Là, je me mets à réfléchir ce que l'on pourrait utiliser comme porte-greffe, parce que les vignes qu'on va se mettre à planter là, c'est des vignes qui seront encore là en 2070 et j'espère plus tard. Est-ce que le choix que je vais faire ici sera adapté à 2070 ? Est-ce que je ne peux pas rechercher dans la littérature, dans quelque chose qu'on va utiliser comme porte-greffe et qui va tomber bien sur les années à venir? Il y a une part de lâcher prise, parce que c'est-à-dire on prend une décision on remet en question. Mais quelquefois, remettre en question, c'est relancer les dés et on ne sait pas sur quelle face elles vont tomber. Mais si personne ne fait l'effort de faire l'expérimentation, on va rester figé et on va devenir ringard. Moi, l'autre élément, le bouleversement que j'aimerais bien voir arriver, c'est qu'on revienne à la méthode initiale telle qu'elle avait été utilisée pour produire le champagne, c'est-à-dire il y a Jules Guyot qui a été celui qui a proposé la taille Guyot, qui dans son Tour de France, dans des années difficiles de la viticulture, lorsqu'il décrivait la vinification champenoise, disait pour la prise de mousse, pour la seconde fermentation alcoolique en bouteille, seuls les producteurs fainéants utilisent la méthode de la Johnson-Saccharose. Les autres utilisent la méthode de guillage. Et la méthode de la Johnson-Saccharose, c'est rajouter du sucre dans le vin qui a fini de fermenter. Et avec la fermentation de ce sucre ajouté, c'est de rajouter 1,4 degré d'alcool. Là, on est dans une période où on se rend compte que la maturité du raisin offre un potentiel alcoolique élevé. Là, notre moyenne, c'est 12,35 sur 2020. Si je rajoute 1,4 degré, ça fait 13,75. Je ne suis pas un vendeur d'alcool, je ne suis pas un dealer. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre méthode? Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à la méthode originelle où on conserve des sucres qui proviennent des raisins et on met en bouteille alors qu'il reste des sucres résiduels qui vont fermenter et offrir les 6 atmosphères dans la bouteille de champagne. Voilà, alors pour le moment, c'est pas autorisé. J'avais envoyé un courrier en 1999 et on me l'a refusé. Voilà, c'est arrivé à bousculer. Après, il y a un autre objectif qui est très important pour moi, c'est que la fierté redevienne l'un des éléments de moteur des vignerons, des personnes qui travaillent dans les vignes, qu'elles aient la capacité de se tourner en disant « quand même, j'ai pas bâclé, quand même, je suis content, je vois ce que j'ai fait. Le panier de raisin qui est amené, quand même, le raisin, là, je suis quand même fier de ce que j'amène. Et jusqu'à sa bouteille de champagne. Apporter cette notion de fierté, c'est très très important. Je me pose la question de savoir si par moment le mot assemblage en champagne n'est pas synonyme de confusion. C'est-à-dire que si quelquefois des producteurs n'apportent pas leur panier de raisin en disant « oh, bon, c'est pas terrible, mais au milieu, ça se verra pas ». Je suis un peu vache, hein, mais voilà, de temps en temps, il faut arriver à dire les choses pour que... voilà. Il y a plein de choses à faire en Champagne. Notre évolution doit se débuter là. Elle a peut-être débuté, hein, je ne l'ai pas vu, mais on doit pouvoir évoluer, pas révolutionner. On doit pouvoir évoluer. Justement, on en parlait un petit peu avant l'interview, il y a toute une nouvelle génération, en tout cas entre 20 et 30 ans, qui reprennent des domaines, qui sont dans cette logique environnementale. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner? Alors, est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est des orientations? Est-ce que c'est... Enrichissez-vous culturellement.
lisez, voyagez, posez-vous des questions, trouvez vos réponses à vos questions. Les réponses que le voisin peut apporter ne sera peut-être pas la réponse que vous pouvez apporter. Partagez. Notre richesse, ça a été le partage, le côté social-démocrate de la Champagne qui aboutit aux coopératives est très important, cette notion de partage. Il ne faut pas aller vers l'individualisme. La Champagne est un bien commun et il faut pouvoir travailler dessus, sur ce bien commun, ce partage. La communauté est importante. Ce qui est dommage, c'est que ce qui est en communauté actuellement, c'est la coopérative. Mais il me semble que la coopérative a pris une mauvaise orientation. Il faut qu'elle revienne à la notion d'origine de la coopérative, c'est-à-dire un outil qui permet d'atteindre pour des producteurs individuels à des niveaux de service que seul il ne peut pas avoir. Jamais il a été dit que c'était pour mélanger, que c'était pour confondre. Dans une coopérative, on doit être capable d'isoler la production des viticulteurs s'ils le souhaitent, d'assembler s'ils le souhaitent avec conscience et cohérence. Et on peut aboutir en coopérative à un outil de commercialisation raisonné. Le marché attend les vins d'artisans, des vins cousus main. Il n'y en a pas suffisamment. Et alors la coopérative, ça ne veut pas dire abandonner ce qu'elle fait, c'est d'ouvrir un volet supplémentaire. Oui, cette idée d'avoir des cuves beaucoup plus petites pour stocker. Oui, que ça soit vraiment, là dans la bouteille, c'est les raisins de cette vigna, si vous voulez, je peux vous la montrer. J'ai cueilli, j'ai travaillé, j'ai souhaité, voilà. Et dessus, j'ai des sentiments. Ce qui permettrait de rejoindre un peu votre logique d'expression du terroir, parce que comme là en coopérative c'est un mix parfois de secteurs, on serait vraiment sur du... Mais on peut également imaginer la synergie de l'assemblage. Je ne suis pas hostile à l'assemblage, parce que l'assemblage peut créer une synergie. Dans cette logique également de terroir, on se dit sur une plus grande zone, voilà ce qu'on peut exprimer dans le vin. Voilà. D'accord. Il faut avoir de l'espoir, il faut oser. Il faut toujours positiver, il ne faut jamais se lamenter sur le négatif. On sent que vous avez avancé. C'est ça que je voulais vous demander. Mais du coup, j'ai un peu ma réponse. C'est est-ce qu'il y a eu plusieurs dizaines d'années de carrière, est-ce que vous avez déjà eu envie de tout arrêter? Parce que aller à contre-courant, au bout d'un moment, ça peut être épuisant. On parlait des banques. Non. Raisonner, oui. À un moment donné, lorsqu'on n'y arrive pas, lorsque d'une année sur l'autre, on creuse le trou, à un moment donné, on se dit raisonnablement, je vais me tuer à la tâche. Mais on ne lâche pas. Et puis, il y a toujours la nuit qui passe, où on fait de doux rêves, et puis le lendemain matin, allez. C'est reparti. Justement, par rapport à ça, quels sont vos défis aujourd'hui? Parce que je sais que vous êtes le type de personne, vous n'arrêtez jamais de toute façon. Est-ce que vous avez encore... C'est quoi vos nouveaux défis? Le seul qui est essentiel pour moi, c'est la transmission. C'est-à-dire qu'il faut que la nouvelle génération, je puisse lui apporter toute l'expérience que j'ai pu acquérir au cours de ces 40 et quelques années, plus celle que j'ai pu apprendre d'autres. Et surtout de lui montrer, mais ça je pense que depuis c'est fait, de lui montrer que ce qui a fonctionné une fois peut-être ne fonctionnera pas. Mais fort du positif et du négatif de ce qu'on a tenté précédemment, on peut être plus fin après. D'accord. Ça, au niveau individuel, au niveau collectif, c'est essayer réellement, là, on est avec d'autres personnes, essayer de créer une structure, une pépinière de pépites, de chercher des pépins, des jeunes dans le vignoble qui sont prêts à germer, et de les aider à germer dans une pépinière.
C'est la petite start-up de la vigne. Voilà. Alors, vous souhaiteriez le faire comment? Parce que ça, je trouve ça hyper intéressant en fait, mais après, c'est comment le concrétiser. Pour le côté individuel, est-ce que c'est par l'écriture, c'est par des conférences, c'est peut-être par de l'enseignement, ou c'est juste des rencontres? Non, c'est de faire un lieu où les personnes, ou d'encourager les personnes, de leur libérer la tête de tout ce qui peut être technique et de leur apporter de l'esprit, de la conscience, de la science. Et de dire, voilà, vous allez avoir un lieu dédié où vous allez pouvoir choisir vos itinéraires et on va aller sans vous phagocyter, sans, on va vous aider également à trouver des marchés. Jérôme Prévost, Bertrand Gautreau, Alexandre Chartagne, ils n'ont pas eu d'effort, ils n'ont pas mis 25 ans à percer. Ça a été vite. Donc il y a une attente et je connais les personnes qui attendent. Et en permanence, ils viennent me voir en disant mais c'est qui le futur Solos alors? En tout cas, toujours dans ce côté entraide et d'accompagner de collectif. Hein. Ouais, c'est top ça. Alors là, c'est quand je dis plus perso, mais aujourd'hui, vous êtes un peu partout. Ça ressemble à quoi une journée d'Anselme au domaine Jacques Sellos? Parce que vous me disiez que vous aviez un petit peu de mal à déléguer. Non, je délègue. C'est important pour moi. C'est l'essentiel. Alors l'essentiel, c'est-à-dire, c'est au-delà des ordres, c'est de pouvoir donner l'autonomie en expliquant le pourquoi je souhaite que l'on fasse ça. Donc c'est d'apporter du lien et en permanence expliquer. On passe un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure tous les matins. On est à 9 à échanger. J'ai vu ça, j'ai ressenti ça, j'ai entendu ça. Voilà. On fait un brainstorming et après on dit ce groupe-là, il va s'orienter. Là, on va préparer les entreplantations de l'année prochaine. On va faire les trous à la bêche, on va remplir de compost, ça va passer l'hiver, mais on va gagner du temps. L'hiver va passer, va humecter le compost et si on a un été sec encore l'année prochaine, on aura tous les éléments qui vont convenir au plan et on n'aura pas des plans qui vont dépérir. Voilà, une explication de tout plutôt que d'imposer, toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le geste, quand il est expliqué, l'ordre lorsqu'il est expliqué, le geste se fait naturellement. Et il faut la sensibilité que l'on peut avoir au bout des doigts, il faut la transmettre aux personnes. Et puis il y a tout l'administratif où malheureusement il y a peu de personnes qui aiment participer à ça. Et la France est un pays de paperasse et donc je me tape les paperasses. Et puis un petit peu de... Comment je pourrais dire? Quand il y a une force qui est évidente et qui peut toucher tout le monde, j'essaye toujours de compenser cette force. Là, je sens que, comme ça s'est passé à Bordeaux, comme ça se passe en Bourgogne, de moins en moins, les producteurs champenois sont à même de rencontrer les consommateurs, ceux qui boivent le vin. De moins en moins, les champenois vendent aux particuliers. Et le consommateur final va avoir de plus en plus de mal à avoir le champagne à un prix accessible, va pouvoir rencontrer et discuter avec un producteur, et ce qui explique pour moi en grande partie le bashing, le Bordeaux bashing et Bourgogne bashing. Donc pour moi, c'est important que je reste accessible, c'est-à-dire que je ne me mure pas dans ma tour, que je reste au contact. Et le meilleur lieu, c'est encore les aviser pour quand on se rende compte que c'est quelque chose encore d'humain. C'est pas quelque chose qui est dirigé par la finance, par le marketing, par... D'accord. En tout cas, ouais, le vrai aspect transmission, une fois de plus, qui revient. Paysan, humain... Après, il me resterait deux petites questions toujours un peu personnelles. Moi, personnellement, je suis de Champagne, donc j'ai toujours connu le champagne. Par contre, je suis tombé amoureux du vin en buvant une fois du côte rôti. Alors, malheureusement, c'était il y a longtemps et mon père, j'ai pas pu voir le domaine.
Si vous avez un beau souvenir de dégustation, quelque chose qui vous a vraiment forgé, en tout cas moi c'était vraiment ce fameux côte rôti où je me suis dit ah le vin c'est vraiment très bon. Pour vous ce serait quoi? Alors une expérience complètement décadente. En 72, c'est la visite des caves de la famille Heredia à Haro, qui fait le vin Vinat Andonia, blanc et rouge. Donc c'est dans la Rioja Alta. Ouais. Et c'est quelque chose, le personnage était extraordinaire, il était habité. Voilà, c'est un souvenir que je regarderai. J'ai emmené Guillaume pour refaire la visite. Là, c'était sa fille. Il s'est passé exactement la même chose. Les chats font pas de chat. Et une dernière question, est-ce que, on parlait de transmission de connaissances, est-ce que vous, par rapport à ces jeunes vignerons ou quelqu'un qui voudrait se documenter, est-ce que vous auriez un livre à conseiller? Un livre, un film, voire même une expo, parce qu'on parlait d'architecture tout à l'heure. Alors plusieurs. Commencer par La vie secrète des arbres. Donc ça, il y a un film, ça a été un best-seller il y a 3-4 ans, c'est un forestier allemand qui a écrit ça, c'est traduit en français. Après, Jamais seul. Ouais. Après, on peut prendre toute la bibliothèque de Jean-Marie Pelt. Il faut commencer par des généralistes avant d'aller vers des spécialistes. C'est fort de sa vision, globale, transversale, où tout d'un coup on va dire « Ah, je veux en savoir un petit peu plus ». Mais commencer par la spécialité sans connaître l'amont et sans connaître l'aval, donc peut-être Jean-Marie Pelt, La vie secrète des arbres, Jamais seul, La révolution d'un seul brin de paille. Ouais. Et là, ce que je suis en train de lire, Le goût et les couleurs du monde. D'accord. Bon, je mettrai tous les livres sur le blog. On arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. J'imagine que la journée est encore longue. On est à l'extérieur, il est à 11h un peu passé. Et puis bonne continuation. Et si des gens veulent vous contacter, je les invite peut-être sur Instagram via le profil Instagram ou non. Non, je ne suis pas du tout. C'est Guillaume qui s'en occupe un petit peu, mais à sa façon, et je ne critique rien. Non, pour moi, c'est mon outil. C'est pas le téléphone, c'est le mail. Donc les renvoyer vers le site internet des avisés. Si un jeune vigneron en tout cas veut vous contacter. Oui. Qu'il fasse sur le... Après, on m'a demandé pour produire de la bière, on m'a demandé pour beaucoup de choses, la permaculture. Après, je ne suis pas universel. Alors si on veut vous contacter, ce serait plus par rapport à la vigne? Oui. Okay. Oui. En tout cas, le message est passé. Merci beaucoup. Et puis bonne journée. Merci à vous. Voilà, j'espère que ce premier épisode des Nouveaux Explorateurs vous a plu. Avant de vous quitter, encore quelques infos. Si vous cherchez des références qui sont données tout au long du podcast, rendez-vous directement sur l'article dédié à l'interview sur agencediscovery.fr, rubrique Le Mag. Pour celles et ceux qui souhaiteraient me contacter, si vous avez des questions, des remarques sur le podcast ou me proposer un invité au parcours inspirant, vous pouvez le faire sur mon profil LinkedIn, sur mon compte Instagram discovery-brco ou la page Facebook Agence Discovery France. Encore merci d'avoir pris le temps d'écouter cette première interview. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Nouveaux Explorateurs.